C'est l'heure du journal. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, les titres. En Côte d'Ivoire, le projet eau potable dans la localité de Guéyo, la fermeture du centre hospitalier universitaire de la commune de Yopougon et le renforcement du programme social du gouvernement 2019-2020, des sujets débattus hier au Conseil des ministres au Palais de la Présidence. Cette réunion gouvernementale a été dirigée par le président de la République, Alassane Ouattara. La première dame de Côte d'Ivoire, elle, s'active en France. Dominique Ouattara, également marraine du 25e Salon du chocolat de Paris, a assisté au gala inaugural. Dominique Ouattara a fait le point sur l'exaction de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Enfin, aux États-Unis, la procédure de destitution engagée contre le président Donald Trump. Les démocrates se prononcent aujourd'hui sur une résolution. Pour commencer, le traditionnel Conseil des ministres hier au Palais de la Présidence. Cette réunion a été dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plusieurs sujets à l'ordre du jour, notamment le renforcement de la protection des forêts classées, l'approvisionnement en eau potable de la localité de Guéyo et la fermeture du centre hospitalier universitaire de Yopougon. Les explications dans ce reportage de Awa Touré. Le Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, après examen de la mise en œuvre du programme social du gouvernement au 30 septembre 2019, a décidé d'étendre son champ d'action à de nouveaux projets. Conformément à la décision du président de la République d'augmenter le volume d'activité pour toucher davantage de populations, le champ du PS-Gouv a été étendu à de nouveaux projets dans le cadre de l'élaboration du budget 2020. Ainsi, le budget global révisé du PS-Gouv s'établit désormais à 1003,4 milliards de francs CFA. Le gouvernement entend par ailleurs renforcer le système d'alimentation en eau potable dans la localité de Guéyo et des villages environnants, ainsi que de la ville d'Abidjan. Ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des populations des localités impactées en assurant de façon durable leur approvisionnement en eau potable de qualité et en quantité. Il comprend notamment la construction, l'extension et la réhabilitation des stations de traitement d'eau et de châteaux d'eau ainsi que de leurs infrastructures de distribution. Dans le cadre du programme gouvernemental de réhabilitation des hôpitaux publics, le centre hospitalier universitaire de Yopougon, fermé au public à partir du 1er novembre 2019. Les travaux de réhabilitation complète de cet édifice sanitaire débuteront en janvier 2020 pour une durée de 36 mois. Aussi, en vue de garantir aux patients une continuité de service et un continuum de soins sur toute la durée des travaux, le Conseil a adopté un ensemble de mesures d'atténuation des perturbations et des désagréments consécutifs aux fermetures des différents services du CHU. Ces mesures comprennent notamment la création et le maintien sur toute la période des travaux de réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yopougon, d'un comité de suivi et de pilotage de la continuité de service, la mise en œuvre d'un plan de communication pour l'information continue des populations, la mise en place d'un dispositif de régulation de l'offre de soins et de développement d'un sous-système spécifique d'information sanitaire sur la période, le renforcement des moyens de transfert des patients entre les structures sanitaires par la mise en place d'un dispositif de transport hospitalier constitué de 3 ambulances pour assurer les évacuations d'urgence. Ce dispositif d'ailleurs sera précédé d'une flèche pour assurer la fluidité des évacuations, la réorganisation des enseignements et des stages des étudiants au sein des établissements sanitaires d'accueil. Au chapitre des divers, le Conseil a été informé de la prise d'un décret qui confirme M. Charles Kofi Dibi en qualité de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, et aussi du renouvellement des membres de cette institution dont le mandat arrive à terme à fin octobre 2019.
Également dans l'agenda du président de la République, Alassane Ouattara, les entretiens hier avec Margarita Louis-Dreyfus, la présidente du conseil d'administration de Louis-Dreyfus Holding, entreprise multinationale de négoce. Nous allons revenir sur cette information dans nos prochaines éditions. Poursuivons avec le 25e Salon du chocolat de Paris en France. La première dame de Côte d'Ivoire, également marraine de cet événement, a assisté au gala inaugural. L'occasion pour Dominique Ouattara de rappeler les actions de son pays, la Côte d'Ivoire, pour lutter efficacement contre le travail des enfants dans les plantations de cacao. Noël Niagno. Le cacao, sa transformation phare, le chocolat. Voici un quart de siècle qu'ils sont célébrés. Pour cette 25e célébration, chocolatiers, industriels, experts, producteurs, consommateurs et autres lui ont donné une saveur spéciale avec des personnalités de référence et un pays, la Côte d'Ivoire, qui a fait du cacao un produit social et stratégique. Il fait vivre environ 2 millions d'Ivoiriens. Le cacao pèse 15% du produit intérieur brut et 40% des recettes d'exportation. C'est donc à juste titre que les organisateurs ont choisi Mme Dominique Ouattara, la première dame de la Côte d'Ivoire, pour en être la marraine. Madame la marraine et ses filleuls, leurs invités se sont donné le temps de la découverte des fabricants de produits chocolatés en visitant leur stand, expression des savoirs et des savoir-faire de ces acteurs de premier plan. Et ils sont visiblement admiratifs devant l'ingéniosité des artisans chocolatiers avant de savourer le spectacle de cette célébration. En prime, la saga du cacao, l'art du cacao, mais aussi et surtout les messages de ce jour anniversaire. D'abord, les concepteurs du salon du chocolat. Dans le prochain quart de siècle, nous essayerons non seulement de renforcer les liens avec les pays producteurs, mais aussi que le chocolat se déguste et s'apprécie dans le monde entier. Il est un des fils conducteurs positifs entre les hommes qui nous unit tous autour d'un fruit et du savoir-faire de l'homme. Le salon sera un des acteurs pour dynamiser et animer cette culture ainsi que ce lien universel. Ensuite, les messages de la marraine autour de 3 thématiques. La reconnaissance. Depuis de nombreuses années, les fonds recueillis à l'issue de cet événement sont reversés à une association humanitaire afin de sauver la vie d'enfants vulnérables. Cette année, les organisateurs du salon ont choisi de dédier les profits de cette édition à des milliers d'enfants défavorisés d'Afrique à travers la fondation Children of Africa. C'est une marque de générosité que j'apprécie sincèrement et pour laquelle je voudrais leur traduire toute ma reconnaissance. Au-delà de la reconnaissance, la première dame a donné l'assurance que cet acte de générosité, prolongement de ceux déjà réalisés par l'ONG Children of Africa en Côte d'Ivoire, seront gérés avec rigueur. Les fonds que nous recevrons au cours de cette édition du Salon du chocolat serviront à appuyer les actions de la Fondation à travers nos 12 pays d'Afrique. Le dernier message a porté sur la problématique du travail des enfants dans la cacaoculture et les actions menées pour lui trouver une réponse définitive. Cette problématique constitue une triste réalité à laquelle de nombreux pays font face dans le monde entier et la Côte d'Ivoire n'y échappe malheureusement pas. Bien entendu, mon cher époux, le président de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien sont résolument engagés à éliminer ce fléau et ont pris ce problème en main avec détermination. À titre personnel, avec le Comité national de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, que je préside, nous agissons avec tous les partenaires pour assurer la protection et la promotion des droits des enfants afin d'éliminer ce fléau. Une autre page du salon s'ouvre sur de nouvelles perspectives donc, avec un cacao sain, loin de la déforestation et un nouveau dirigeant, Gérald Palacieux, à qui la première dame a souhaité plein succès.
Dans l'actualité nationale également, les échanges hier entre le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures, Matar Diop. Les deux personnalités ont parlé des questions de mobilité dans le Grand Abidjan, notamment le projet corridor Bus Rapide Transit. Le BRT va accroître l'efficacité du système de transport public et offrir des opportunités économiques. Un tout autre sujet à présent, la principauté de Monaco accueille la 36e conférence ministérielle de la francophonie. Les travaux se sont ouverts hier autour du thème « Réconcilier l'humanité et la planète ». La Côte d'Ivoire est représentée par son président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, également président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le point dans ce reportage de Habiba Dambélé-Saoué. 88 représentants des pays qui ont la langue française en partage, tour à tour, à la tribune pour présenter leur plan d'action pour assurer le développement durable dans leurs pays respectifs, et ce en présence de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Louise Mishikiwabo. La secrétaire générale de l'institution a évoqué les questions cruciales environnementales qui mettent la planète en danger et l'actualité récente avec les inondations en France et au Cameroun. Ce sont, selon elle, les conséquences désastreuses des changements climatiques. Le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Amadou Soumaoro, a estimé que l'engagement politique est un levier décisif face aux grands défis environnementaux. Forte de ses valeurs de dialogue et de solidarité, l'APF s'est engagée dans cette voie et travaille en commun avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable. C'est notre responsabilité commune et nous devions nous mobiliser pour nous assurer que le bien-être des populations que nous représentons demeure une préoccupation politique. Il a par ailleurs relevé avec force l'engagement pris par le président Alassane Ouattara à la tribune des Nations Unies. C'est à juste titre que son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, a dit, et je cite, « Le réchauffement climatique constitue une réelle préoccupation. Aucun pays n'est à l'abri des effets dévastateurs des phénomènes climatiques qui mettent à mal les populations et l'économie de nos pays. Nous devons agir donc vite et avec responsabilité si nous voulons préserver notre cadre de vie et notre planète. » Ces défis, selon le président de l'APF, doivent constituer une priorité pour chacun des gouvernements et chacune des institutions. Voilà, les représentants d'environ 90 États et gouvernements ayant la langue française en partage participent à cette 36e session de la conférence ministérielle de la francophonie. Voici quelques impressions. Le thème de cette année est lié à l'environnement, donc c'est réconcilier l'humanité avec la planète. Vous savez que nous avons les 17 objectifs des ODD fixés par les Nations Unies pour l'objectif 2030. Donc les questions de l'environnement sont primordiales pour nos États. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est un des enjeux sur lesquels l'Assemblée nationale, le gouvernement, y compris les instances de la francophonie comme l'Assemblée parlementaire de la francophonie, travaillent. En tout cas, vous voyez avec le changement climatique, le réchauffement de la planète, aujourd'hui c'est vraiment important que tout le monde puisse avoir un regard vers cette thématique qui concerne le développement durable. On a mis l'accent sur le changement climatique qui est un phénomène très important qui peut toucher tout le monde et on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Donc quand des pays membres de la francophonie se mettent ensemble pour trouver une solution au changement climatique, je crois que ça c'est à saluer.
C'est aujourd'hui la Journée mondiale des villes. Cet événement institué par les Nations Unies veut promouvoir les politiques pour l'amélioration du cadre de vie des citadins. En effet, plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd'hui dans les villes. On en parle avec Mamadou Kouassi. Dans les années 80, la Côte d'Ivoire adopte officiellement la politique de la communalisation. Plus de 40 ans après, la Côte d'Ivoire compte 201 communes. Et pour renforcer les actions de ces collectivités territoriales chargées de traduire en actes la politique de développement local du gouvernement, un ministère de la ville est créé en juillet 2018 par le président de la République, Alassane Ouattara, le seul en Afrique. Il s'agit d'accompagner les villes à la mise en place d'un instrument pour faire face aux besoins de la population. Le ministère de la ville entend ainsi renforcer le dialogue autour du développement urbain en adressant les écarts de l'urbanisation mal maîtrisée de nos villes et son corollaire d'habitat précaire, et offrir aux gestionnaires de nos villes des rudiments capables de leur permettre d'arrimer leur gouvernance à l'innovation, en mettant en avant des actions de lutte contre le désordre urbain, d'embellissement, de contrôle de conformité de l'habitat et d'assistance et de conseil aux collectivités territoriales. Pour cette 5e édition de la Journée mondiale de la ville, le gouvernement ivoirien promouvoir la nouvelle politique de la ville à travers le thème « Innovation et vie meilleure pour les générations futures ». Le ministre François Albert Amicha invite la population à un comportement citoyen. C'est le lieu d'inviter tous nos compatriotes vivant dans nos cités à s'engager sans embâche à transformer nos villes à travers un comportement citoyen, par l'observation du civisme urbain et une prise de conscience collective et individuelle. Chère population, chers amis de la Côte d'Ivoire, conjuguons nos efforts pour construire des villes où il fait bon vivre. En somme, œuvrons ensemble pour une meilleure ville, pour une meilleure vie. Si au niveau international, la Journée mondiale de la ville est à sa 5e édition, en Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois qu'elle sera célébrée. Cette activité sera déclinée en une semaine de la ville. Et elle démarre ce 31 octobre 2019 dans la commune de Koumassi pour prendre fin à Tiasalé le 7 novembre prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, bientôt des sanctions sévères à l'endroit des bailleurs qui ne respectent pas le projet de loi relatif au bail à usage d'habitation. Le gouvernement, on le sait, a limité la caution et les loyers d'avance à 2 mois. C'est ce qu'annonce le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Bruno Koné était récemment l'invité des rédactions du quotidien Fraternité Matin. Les détails avec Cheikh Koné. Les bailleurs indélicats sont prévenus. Les sanctions prévues dans le cadre de la limitation à 2 mois maximum de l'avance sur loyer et de la caution vont connaître un coup d'accélérateur. Le gouvernement a décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous venons d'introduire dans l'annexe fiscale, dans le projet d'annexe fiscale 2020, un renforcement des sanctions pour corriger une faiblesse qui était dans le texte précédent, qui sanctionnait les gains supplémentaires ou le trop perçu par le bailleur à hauteur de 20%. Évidemment, ce n'était pas suffisamment dissuasif. Donc, pour bien montrer la volonté du gouvernement, nous avons augmenté très fortement cette sanction. Bruno Koné a par ailleurs annoncé qu'un contrat de bail type sera bientôt disponible. Ce contrat garantira entre bailleurs et locataires l'application stricte de la loi sur le bail à usage d'habitation. Sur le chapitre de la construction, le ministre a relevé une insuffisance de rigueur dans la planification urbaine. Une ville ne peut pas se développer comme ça, dans l'anarchie. Une ville se développe en ayant un plan, donc un plan directeur qui permet de dire où est-ce qu'on va mettre des routes, où est-ce qu'on va mettre des écoles, où est-ce qu'on va mettre tel type de quartier de standing, quartier plutôt populaire, etc., etc. C'est comme ça que toutes les villes se développent. Mais une fois qu'on a réfléchi donc sur l'évolution de la ville, il faut s'imposer, et cela demande la rigueur, s'imposer le respect de ces plans d'urbanisme qui sont arrêtés. Face aux difficultés liées au financement du programme des logements sociaux, l'invité des rédactions de Fraternité Matin a proposé l'institution d'une parafiscalité dans certains secteurs d'activité. L'invité des rédactions de Fraternité Matin est une tribune d'échange organisée en collaboration avec le Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG.
Direction à présent Grand Bassam, dans la région sud du pays, où un atelier de validation de la banque de données des prix de référence s'est ouvert il y a quelques jours. Cette rencontre, présidée par le ministère auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, se veut un cadre pour l'efficacité de la dépense publique. Mahama Traoré. La banque de données des prix de référence a pour mission d'améliorer l'efficacité de la dépense publique, c'est-à-dire aider les acteurs de la commande publique à payer le juste prix pour une prestation donnée. Quand l'État a besoin, par exemple, d'acquérir un bien, de construire une école, d'acheter du matériel informatique, donc qu'il ait une idée de à peu près ce que ça coûte, de sorte parce que lorsqu'il acquiert ces biens-là, il l'achète au coût optimal et donc qu'il puisse avoir des marges pour pouvoir donc, utiliser ces ressources à créer d'autres types d'infrastructures pour les populations. Dans le référentiel de la banque de données des prix de référence, il sera défini les coûts des fournitures, des équipements et matériaux utilisés pour les travaux publics. À l'initiative de la direction des marchés publics, les acteurs de la commande publique se sont donc réunis en atelier pour valider le contenu de cet outil d'aide à la décision, tout comme le mécanisme de révision des prix en cas de besoin et la substance du texte réglementaire devant instituer la banque de données des prix de référence. Intéressons-nous maintenant aux travaux de la 3e édition du Forum international de la culture client et de l'accueil. Thème retenu, le digital, une clé pour révolutionner la qualité de service en Afrique. Amadou Ouattara. L'accueil est la première marque d'attention que l'on accorde à un client ou usager. Annick, directrice générale de l'Académie du service de Côte d'Ivoire, l'a bien compris. Elle initie depuis 3 éditions le Forum international de la culture client et de l'accueil FITCA. Le digital, une clé pour révolutionner la qualité de service en Afrique, c'est le thème choisi. Le digital, pourquoi? Parce que nous sommes en retard, il faut le dire, sur tout ce qui est qualité de service, expérience client. Et aujourd'hui, le digital nous permet d'être en contact avec nos clients, quel que soit l'endroit où le client se trouve. Et c'est vraiment important qu'on utilise ces outils-là pour pouvoir améliorer la qualité de service. Le pays à l'honneur est le Maroc. Le secteur digital, le développement, service à la clientèle est fractionné en plusieurs sous-secteurs, mais en tout cas plus de 10 milliards de dirhams, c'est-à-dire 1 milliard d'euros, sont exportés par le Maroc chaque année via les différentes entreprises. Et plus de 69 000 emplois ont été créés entre 2014 et 2018. Donc c'est un secteur très porteur. Présidente du FITCA 2019, la ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, Raymond Goudou Kofi, profite de l'opportunité pour promouvoir les actions de son département liées à la digitalisation. Le portail Millet est un outil interactif dédié à l'usager client qui a pour but de recevoir les requêtes des citoyens. Millet peut être accessible via le site internet www.servicepublic.com. La charte d'amélioration de l'accueil vise ainsi à renforcer les liens de confiance entre les usagers et l'administration à travers la promotion de la culture de l'accueil, de l'écoute, du recueil des attentes des citoyens et la facilitation de leurs accès aux services publics. Le FITCA 2019 au siège de la CGC dans la commune du Plateau se résume à 2 jours meublés essentiellement de rencontres B2B, de conférences, de partage d'expériences et d'expositions. Je vous donne à présent lecture de cet important communiqué. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le vendredi 1er novembre 2019, fête de la Toussaint, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national, fait à Abidjan le 23 octobre 2019. Toujours en Côte d'Ivoire, des bons de prise en charge scolaire pour les petits orphelins du fait des différentes crises survenues dans le pays. Au total, 109 enfants ont reçu des chèques. C'était lors d'une cérémonie organisée dans la commune de Cocody par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Sidonie Davila.
Prise en charge des enfants des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. L'opération se répète pour la 3e fois en 3 années successives. Nous poursuivons ce qui a été entamé depuis longtemps, le processus de réparation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, pour la prise en charge scolaire, ce sont 9 enfants du primaire au supérieur qui vont bénéficier de cette prise en charge-là. Ces chèques, dont les montants varient entre 60 et 150 000 francs CFA, représentent pour le donateur le Programme national de cohésion sociale, un soutien, voire un réconfort. Mais bien plus pour les bénéficiaires, un soulagement. C'est les enfants de mon petit, c'est moi qui s'occupe d'eux. Depuis 2011, là, les papa, maman est parti là, ils vont placari avant d'aller et puis ils s'en vont à l'école. Mais actuellement, là, les gouvernements, ils ont pris les charges là. Je suis d'accord. C'est un geste noble, salutaire. Un merci spécial à Mme Maria Toukone, vraiment, qui ne ménage aucun effort pour venir en aide à toutes ces victimes-là. Je suis vraiment contente parce que ça va me permettre à scolariser mes 3 enfants. À côté de ces élèves du primaire et du secondaire, 21 ayant droit des victimes des crises post-électorales ont eux aussi reçu des chèques d'une valeur d'1 million de francs CFA pour réparation. 4 autres victimes blessées ont également bénéficié de bons de prise en charge, en plus d'un chèque de 150 000 francs CFA pour les frais de transport, des consultations. Après tant d'années de souffrance par rapport aux moyens pour pouvoir me traiter, je pense que ce chèque et ce bon que je viens de recevoir me soulage beaucoup. Et j'aimerais que, par rapport au programme social, toutes ces victimes puissent être prises en compte dans le filet social. Tous ces dons, d'un coût global de 36 millions de francs CFA, offerts par le Programme national de cohésion sociale, s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du processus d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Direction à présent la région nord-ouest du pays. Ce programme va développer une économie rurale compétitive. Le projet Soja a été effectivement lancé dans le Bafing et le Kabadougou. L'État ivoirien a injecté plus de 40 milliards de francs CFA pour le réussir. Kader Sogodogo de RTI Boaké. La lutte contre la pauvreté est quasi quotidienne. Les défis en la matière sont nombreux. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le combat est engagé à travers un programme social pensé et conçu pour répondre aux attentes des populations. Sur le terrain, le gouvernement s'est retroussé les manches. Le pari est prénable. Tous les secteurs sont en ébullition. L'agriculture, sur laquelle se repose le succès de ce pays, est plus que jamais mise en contribution. Un tour dans le pays profond, plus précisément dans les régions du Bafing et du Kabadougou. De 1989 jusqu'en 2002, le soja, un céréale introduit en 1974 en Côte d'Ivoire, aura été source de richesse pour ces braves populations. En injectant 46 milliards de francs CFA pour sa relance, le gouvernement veut redonner vie à ces 2 régions. Nous ne pouvons que saluer le président de la République, dont les actions en faveur de l'émergence de ce secteur sont louables. Parce que nous n'allons pas seulement produire, nous produisons et nous allons procéder à la transformation de ce que nous produisons pour qu'il y ait une valeur ajoutée du produit qui va être commercialisé. Un projet qui va retenir la jeunesse sur place, redonner à cette jeunesse un nouvel espoir, différent des aventures parfois mortelles. Il y a des jeunes qui sont partis des Cuba, qui sont partis sur l'eau, sur les bateaux. Ça va créer plus d'emplois. Ça va venir booster un peu le gouvernement qui est dans sa lutte de créer de l'emploi pour nous les jeunes. Et si le soja est mécanisé comme il se doit, les enfants n'iront plus en basse-côte. Les cadres auront accompli leur part à travers ce projet. C'est un projet emblématique pour la région. Je pense que toutes les générations de cadres ont essayé de faire aboutir ce projet, qui avait déjà bien commencé par le passé, et qui a connu après quelques difficultés de réalisation et qui s'est arrêté. Et lorsque le président de la République était venu dans la région en 2015, les populations avaient renouvelé leurs demandes, le besoin pressant à ce que ce projet la redémarre. Kabadougou en malinké signifie le village du maïs.
Le projet inclut également cette autre céréale. Pour le soja, 8000 hectares dans le Bafing, 8000 hectares dans le Kabadougou, pour des prévisions de 30 000 tonnes l'an. Le travail a commencé. Enfin, aux États-Unis, la Chambre des représentants, aux mains des démocrates, va se prononcer aujourd'hui sur une résolution qui donne un cadre formel aux investigations et autorise l'organisation d'auditions publiques après 5 semaines d'interrogatoire à huis clos. Selon les démocrates, les Américains vont pouvoir entendre en direct comment le président Donald Trump a abusé de ses pouvoirs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.